Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Tendido Sud pour ce nouveau rendez-vous avec la tauromachie sur TV Sud en ce mois de décembre. Début des émissions rétrospectives à partir de la semaine prochaine, mercredi 14 décembre. 3 volets pour redécouvrir le meilleur de la temporada 2011 dans le Sud-Est. Avec nous ce soir, un aficionado et écrivain arlésien qui nous fait l'amitié de venir sur ce plateau. Jacques Franqui, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et une première information pour débuter cette émission. On a appris la semaine dernière, le mercredi 30 novembre, la disparition du grand maestro sévillan Diego Puerta qui est décédé dans la nuit de mardi à mercredi dernier à l'âge de 70 ans. Rappelons que Diego Puerta avait vu le jour il y a maintenant 70 ans, très précisément le 28 mai 1941, dans le quartier sévillan de San Bernardo, et qu'il avait pris l'alternative le 29 septembre 1958 des mains de Luis Miguel Dominguín en présence de Gregorio Sanchez sur le sable ocré de la Real Maestranza de Séville. On peut le dire, Jacques Franqui, avec Diego Puerta qui disparaît, c'est aussi notre pan de la tauromachie des années 50 qui se referme. Oui, c'est toute la génération de Pierre Choul, de Miguelin. Bon, Diego Puerta aussi, c'est un des grands clubs taurins de Nîmes, un des plus anciens aussi. Donc voilà, Diego Valor nous a quittés, mais il reste dans notre cœur. En effet, Diego Puerta, un grand maestro dont on n'oubliera pas le nom, et puis les grands triomphes, bien évidemment, dans les principales arènes de France et d'Espagne. Nous allons jeter un coup d'œil à l'agenda de la semaine et puis nous projeter dans la riche actualité de ces dernières journées. Et le cartel coup de cœur de cette semaine nous amène, comme chaque mercredi soir pendant la période automnale et hivernale, de l'autre côté de l'Atlantique, plus précisément sur les terres mexicaines et dans les arènes de Mérida, où se déroulera ce dimanche 11 décembre à partir de 16h une corrida qui portera le fer mexicain de Manuel Espinosa et de ses fils, avec un cartel international composé par le sévillan Daniel Luque et qui partagera l'affiche avec Joselito Adame, qui s'est distingué récemment au prix d'une blessure dans les arènes de la Monumental de Mexico, torero mexicain qui a d'ailleurs été sacré matador de toros à Arles il y a maintenant 4 années de cela, et aux côtés d'un novillero qui avait fait parler de lui en France lors de son parcours en tant qu'apprenti torero, qui est aujourd'hui matador. Il s'agit de El Payo qui complétera cette affiche de ce cartel donc hispano-mexicain sur le sable des arènes de Mérida. C'est plutôt bien, Jacques Franqui, de voir aussi l'évolution de ce torero El Payo et puis Joselito Adame, deux toreros qu'on a connus comme novillero en France et qui évoluent plutôt favorablement sur leur contrée mexicaine. Pour Joselito Adame, je crois que le gros problème a été une blessure qui a traîné, avec des gros problèmes sanguins. Je pense qu'il avait fait une alternative extraordinaire à Arles. Je crois qu'il a coupé 4 oreilles, si mes souvenirs sont bons. Il avait été répété à Nîmes, où il a été très bien. Et puis bon, après, je pense que c'est son problème de blessure. Il avait fait une histoire sanguine un peu dans le son de César Lincoln, avec, bon, par internet, détails médicaux, mais je pense que ça l'a beaucoup handicapé. Et c'est vrai qu'on ne l'avait pas vu à son avantage en 2008, lorsqu'il était revenu à Arles, notamment devant une corrida de Samuel Flores. Ouais, il était très affaibli, je pense. Roselito Adame, donc, qui avait coupé 3 oreilles pour son alternative devant les taureaux d'Antonio Banuel lors de la Feria du Riz, puis qui ensuite avait coupé ses 4 fameuses oreilles auxquelles vous faisiez référence, Jacques, lors de sa confirmation d'alternative à Nîmes, aux côtés de Denis Loré et de José Thomas. Roselito Adame, qui après ses 4 oreilles, du fait, c'est vrai, de ses problèmes, n'avait pas été répété, qui avait dû déclarer forfait en 2008 à Nîmes et qui n'a plus été reprogrammé depuis dans l'amphithéâtre romain. On va rester en Amérique latine, mais avant cela, on va rappeler le site internet, le www.tvsud.fr, pour voir et revoir cette émission à la carte, ainsi qu'à travers la rubrique Tauromachie présente sur notre site internet, ou encore via l'application iPhone. C'est gratuit, vous allez sur l'Apple Store, vous tapez TV Sud dans nos moteurs de recherche, et vous pourrez regarder depuis votre iPhone toutes les émissions de notre chaîne. Je vous le disais, on va rester en Amérique latine avec un autre sujet d'actualité. C'est actuellement la fin de la Feria du Christ au grand pouvoir avec, on le sait, on en a parlé ici la semaine dernière aux côtés de Juan Bautista, une décision très contestée par les professionnels. Au cours des dernières journées, les aficionados, le public des arènes de Quito a manifesté sa désapprobation de la volonté locale de ne pas donner d'estocade et de mise à mort dans
ces arènes. Grosse division d'opinion, des toreurs qui sont soutenus, mais peut-être, Jacques Lanfranchi, concernant Quito, les vedettes, les figures de la tauromachie qui sont présentes à Quito devraient peser de leur poids et de leur renommée justement auprès du public équatorien justement pour infléchir bien, la position des autorités qui, pour l'instant, annoncent un arrêt des estocades à Quito. Pour moi, si je raisonne sur le plan légal, sur le plan droit, je vais dire que c'est quelque chose qui risque de faire jurisprudence. Moi, en tant qu'aficionado, si vous me permettez l'expression militant, je suis absolument contre cet état des lieux, c'est-à-dire un troisième tiers où il n'y a pas la mort du taureau. Et puis, pour ma part, je n'ai jamais trop pratiqué la langue de bois. Je vois quand même Fandi, je vois Enrique Ponce, je vois Sébastien Castella, moi je dis Castella parce qu'il est français, pas Castella. Et je vois également des gens comme Antonio Ferreira, comme il y a un autre toreur qui... Talavante. Bon, je vois quand même des gens qui font partie du top 10 d'Escalafon, qui vont se compromettre de ce que j'appelle, moi, je m'excuse, je pèse mes mots, une pantalonnade. La tauromachie nécessite de tuer des taureaux au troisième tiers. Alors pendant des années, les aficionados militants ont milité pour un premier tiers correct. Je crois qu'on n'en est même plus là maintenant. Il faut David Mora. David Mora qui va recevoir des prix prochainement d'un grand club à Arles. Bon, pour sa course de Saint-Martin, d'accord, mais on ne se compromet pas quand on est matatoros dans une corrida, on ne tue pas les taureaux. Eric Pons qui vient de recevoir je ne sais quelle distinction, une de plus par le roi d'Espagne pour l'ensemble de sa carrière. Comment ces gens-là, que je respecte, moi je respecte toujours les taureurs, je ne me suis jamais mis dans un taureau, donc les taureurs sont des gens respectables, ils se soient compromis dans cette pantalonnade-là. C'est pas possible que soit un monsieur comme Eric Pons soit allé pour l'argent là-bas. Donc il y a un problème, il y a un mot français qui rime tout ça, c'est l'éthique. L'éthique, c'est la morale professionnelle. Mais là, ces gens-là n'ont pas fait preuve d'éthique ce jour-là, en acceptant ce genre de spectacle. Voilà. Surtout que les estocades sont données ailleurs, en Équateur, et qu'il y aurait moyen vraiment de faire que les taureaux, pression de toute façon, sur les autorités locales. seront tués dans les chiqueros. Et le but d'un taureau de combat, c'est pas de finir dans un chiquero avec un coup de carabine. Je suis désolé. On va revenir sur ce sujet, bien évidemment, au cours des prochaines semaines et suivre très attentivement les suites de cette feria de Quito, tout en rappelant, vous faisiez référence au roi d'Espagne, que Joselito, justement, a reçu la médaille des Beaux-Arts récemment des mains du roi d'Espagne. Joselito, grande figure de la tauromachie des années 90. On va rester à Madrid avec un autre sujet très important qui a alimenté toutes les chroniques la semaine dernière. Il s'agit de l'annonce faite par José Antonio Martínez Urranga, Antonio Matilla et Simon Casas d'une union professionnelle au sein de la société Toro Delta en vue du prochain appel d'offres et du concours pour la gestion des arènes de Las Ventas à Madrid. Simon Casas qui a donc été officialisé en qualité de conseiller, de directeur artistique de José Antonio Martínez Urranga, les fameux Choperita qui sont en place à Madrid depuis maintenant 6 années et qui donc intègrent la société Toro Delta aux côtés d'Antonio Matilla, une union sacrée entre 3 grands noms de la tauromachie, alors que, je vous le rappelle, le pli des dépôts de dossiers des candidatures sera clôturé ce lundi 12 décembre avant la proclamation du résultat et du vainqueur de la société qui va remporter cet appel d'offres. Ce sera le 29 décembre. Bien évidemment, nous avons joint par téléphone à Madrid Simon Casas juste après la conférence de presse qu'il a donnée à la mi-journée dans un grand hôtel de la capitale espagnole. Je vous propose de redécouvrir les meilleurs moments de cet entretien téléphonique dans ce reportage. Je suis plus qu'heureux. Heureux est un faible mot, parce que c'est vrai que lorsque je me souviens que je suis parti de Nîmes, concrètement, vers 15-16 ans, en autostop vers l'Espagne, à une époque où on ne pouvait même pas prononcer le concept torero français. On nous disait, c'est pas possible, il n'y aura jamais de torero français. Eh bien, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il y aura toujours des toreros français, des éleveurs français. Il y a plus de 30 ans que je dirige les arènes de Nîmes. J'ai réussi mon intégration en Espagne dans quelques-unes des plus importantes arènes espagnoles comme Valencia, Saragosse et d'autres. Et aujourd'hui, arriver à la direction artistique des arènes de Madrid, eh bien, c'est un bonheur absolu. Mais c'est pas le couronnement de ma carrière. J'allais dire que c'est la récompense du destin. J'intègre la société Toro Delta au niveau du conseil d'administration et je suis intéressé à l'exploitation par répartition de dividendes. Je ne suis pas du tout salarié, je garde mon autonomie d'entreprise et en plus j'ai effectivement une autorité
été fonctionnel avec le titre de directeur artistique et de la culture, puisque la tauromachie étant passée à la culture en Espagne, aujourd'hui, l'aspect culturel de la tauromachie, ça représente la véritable protection de la tauromachie dans le futur. C'est allé très très vite pour conclure, on a mis 3 jours, mais depuis plusieurs mois, et ça bien sûr personne ne le savait, nous songions les uns et les autres à cette perspective. Lorsque le cahier des charges est sorti, on s'est rendu compte qu'il était porteur d'exigences qui ne correspondent pas du tout à la situation de l'économie taurine. Aujourd'hui, on est en période de crise, tous les secteurs d'activité, et effectivement, il n'y a pas de décrue d'intérêt pour la tauromachie. Je crois même qu'il y a une grande passion pour elle, mais il y a un décrue de fréquentation des arènes, comme pour tous les secteurs d'activité. Donc l'heure n'est plus aux spéculations étroites, l'heure n'est plus aux visions étroites. Il s'agit d'aujourd'hui d'imaginer pour la tauromachie un traitement de gestion, de production qui corresponde et aux enjeux de notre époque, comme la culture, comme l'écologie, mais également aux conditions restrictives de notre époque avec une crise économique qui est mondiale. Donc il est inutile de vous dire qu'il n'y a eu aucune négociation à ce sujet. C'est en marge, c'est au passé, et mon arrivée dans le dispositif de direction des arènes de Madrid, la considération des recours qui sont en cours n'a pas été prise en compte, et par conséquent ça concerne mes choix et mon intimité. José Antonio, auquel je me suis opposé pour des raisons tactiques, parce que je n'avais pas été convaincu de l'équité des précédents concours d'adjudication des arènes de Madrid, donc j'ai engagé des procédures qui sont toujours en cours, je le répète, mais notre relation humaine n'a jamais été altérée. J'ai énormément de considération pour lui, parce que d'abord c'est un patriarche, il a bientôt 80 ans, mais surtout parce que c'est quelqu'un qui a une grande amplitude humaine, il est intelligent, on peut parler avec lui. Disons que dans le monde taurin, qui parfois pêche un petit peu de manque de grandeur d'âme ou d'illumination de vie, José Antonio, je me identifie beaucoup à lui. C'est quelqu'un, j'ai commencé à travailler avec lui, puisque on parle en France, là, à Nîmes, l'alternative de Litry et Camino, il y a déjà très longtemps, qui avait été un événement international salué par tous. C'était José Antonio qui était le manager l'apoderado de Litry et Camino. José Antonio s'occupait de la direction tauromachique des arènes de Nîmes, avant même que j'arrive, moi, en 1980 aux arènes de Nîmes, puisqu'il travaillait avec Ferdinand Aimé à l'époque. Donc j'ai énormément de considération, et professionnelle et humaine pour lui, et je suis effectivement très heureux. Là, on vient de déjeuner ensemble, et véritablement, on était émus, lui et moi, de voir que nos destins personnels et professionnels qui s'étaient opposés à certains moments débouchent une entente harmonieuse, et du point de vue professionnel et surtout, j'allais dire, du point de vue de l'humain. Une valeur à laquelle je suis attaché, la valeur du destin, la valeur des convictions, la valeur de l'intérêt général. Ce sont mes principes de vie, et je crois que ce sont les siens. Il fallait que je m'absente 3 jours ou 4 de Madrid pour être là où je dois être, à mon poste de responsabilité à la Feria de Nîmes. Eh bien, encore pendant ces quelques jours-là, c'est à Nîmes notre priorité, parce que Nîmes, si Madrid est important dans ma carrière, dans mon cœur, c'est la reine de Nîmes qui toujours primera. La reine de Nîmes qui toujours primera dans le cœur de Simon Casas, comme vous avez pu l'entendre dans cet entretien téléphonique. Excusez la qualité sonore de celui-ci, c'était assez compliqué de joindre Simon Casas juste après la conférence de presse. On l'a joint sur son portable espagnol, il nous a accordé cet entretien. Jacques Lanfranchi, on le voit, beaucoup d'enseignements dans ces paroles de Simon Casas. Et puis, symboliquement parlant, si la communauté de Madrid ratifie cette candidature de la société Toro Delta, dans laquelle on retrouve Antonio Matilla et Simon Casas aux côtés des Chuperita, ce serait symboliquement une belle page d'histoire qu'on tournerait aussi après le début du grand mouvement des toreros français il y a 40 ans en arrière, où on essayait de faire reconnaître la tauromachie française à tous les niveaux. Tout à fait. Moi, je pense que le parcours de... Je n'ai pas la prétention de vous narrer le parcours de Simon Casas,
Mais je trouve que c'est un parcours extraordinaire. Je pense qu'on ne va pas oublier d'ailleurs Alain Moncouquiol à cette époque-là, puisqu'ils ont été les catalyseurs, les premiers à partir en Espagne, et les catalyseurs de tout mouvement des jeunes. Donc Christian, donc François Carre, enfin, et tant d'autres, j'en oublie tant d'autres. Mais bon, à l'époque, Jean Lacouture avait dit un toreur peut-être français, parce que un judoka n'est pas obligatoirement asiatique, puisqu'Anton Gezing a été champion du monde. Mais je veux dire, un Français peut être patron de Las Ventas. Et donc, une fois de plus, bon, moi, c'est un monsieur que j'aime beaucoup parce que il est capable d'avoir des grands coups de cœur, des grands coups de gueule. Bon, c'est un homme qui a sa grandeur et ses faiblesses. Mais moi, je trouve, je vois, il y a toujours, puisqu'on parle des toreurs français, il y a toujours une opportunité. Alors, bien sûr, on peut toujours dire, par exemple, au début de la feria de Nîmes, le mercredi, il y a un élevage français où il y a des toreurs français, on peut dire, ouais, ils se les passent. Ouais, pourquoi voir les choses négativement? Ils sont là. Ils sont là. Et à eux de saisir leur opportunité. Je crois que c'est arrivé pour Marc Serrano, qui ensuite a été programmé à la corrida où il a eu sa blessure cette année. J'espère d'ailleurs pour lui qu'il aura une autre opportunité. Enfin, bon, et on voit un monsieur comme Simon Casas qui est capable de rajouter un torero français parce que le gamin était bien à Séville où il a coupé une oreille à tel endroit. Mais je trouve ça c'est bien. Pour nous, aficionados, moi je ne rentre pas dans les histoires de négocio. Pour l'aficionado, tiens, tac, ce coup de cœur-là, moi, me plaît. Et cette manière de voir les choses me plaise. Et notre coup de cœur que nous allons consacrer au cours de cette émission, eh bien, c'est concernant la carrière et l'hommage qui a été rendu ici sur TV Sud, vous le savez, à Christian Moncouquiol Nimeño II à l'occasion du 20e anniversaire de sa disparition. Je vous le rappelle, c'était le 25 novembre dernier, 25 novembre 1991, 25 novembre 2011. Nous allons consacrer une partie de cette émission justement à la trajectoire nationale et internationale de Nimeño II, notamment dans la deuxième partie, avec ces images que je vous propose juste avant d'observer une courte pause. Un retour en arrière grâce aux précieuses archives du Musée des cultures taurines de la ville de Nîmes qui nous ont permis de réaliser ce reportage. On va lancer les images de la deuxième partie. On voit ici dans la garrigue nîmoise, aux côtés de Lucien Orlewski Chinito, plongé dans l'histoire taurine pour cette séance de toréo de salon, aux côtés de Gilles Raoux, avec qui il s'entraînait, notamment dans les arènes de Quessargues, ou encore de journalistes qui l'ont particulièrement bien connu, Jacques Durand de Libération, ou encore Roland Massabuo de Midi Libre. On aura l'occasion de revenir également dans la dernière partie de cette émission sur les grandes pages écrites par Christian Moncouquiol dans les arènes de Madrid, dans les arènes de Mexico, et de parler de cette formidable trajectoire de l'aventure des toreros français, magnifiée justement par la réussite de Christian Moncouquiol qui nous a quittés il y a déjà 20 ans de cela. Nimeño II, dont nous parlerons avec notre invité Jacques Lafranchi, c'est tout de suite après une courte page de publicité.